Donc Thomas Roilet et Daniel Marin, deux ingénieurs de recherche et d'études ici au laboratoire LE2P de l'ENSAM. On va aborder effectivement, on va toujours aller plus finement, vous l'avez remarqué dans l'organisation de cette matinée, sur les innovations techniques et technologiques. On va parler effectivement stockage de l'électricité, les solutions techniques, les améliorations aussi des technologies solaires et comment optimiser l'autoconsommation de cette électricité solaire. Donc juste en préambule, Solaire en Or en fait est un partenaire un peu déjà de longue date avec l'ENSAM. Il y a eu un projet qui avait été mené, ça s'appelait APC 2020. C'était un projet qui, dans le cadre de chercheurs citoyens, c'était un financement de la région sur 4 ans. Et ça avait permis en fait à l'ENSAM, aux deux personnes ici présentes, de travailler avec des adhérents volontaires sur leur profil de consommation, une analyse un peu des profils, des niveaux de consommation et de la manière d'optimiser l'autoconsommation. Donc c'est une occasion ici de un peu actualiser, voir si ce travail actualisé avec du recul, presque 10 ans par rapport au démarrage, où on en est. Mais je vous laisse la parole à tous les deux. Et je vous laisse dérouler un peu votre exposé. Alors, merci, bonjour à tous, bienvenue aux Arts et Métiers. Et je m'associe à ma directrice, Madame Davy, pour vous remercier d'être aussi nombreux. Donc on va essayer très rapidement dans une première partie, je suis désolé, vu le temps imparti, on va aller très vite sur la partie technique, on va essayer de ne pas vous assommer, mais les documents présentés seront disponibles après la réunion. Voilà, donc après une introduction que tu as commencé, Guillaume, on regardera quelles évolutions techniques, technologiques on peut retrouver sur les panneaux, sur les systèmes photovoltaïques. Et puis après, je passerai la parole à Daniel sur quelques exemples appliqués qu'on peut retrouver, que nous on met en œuvre, qu'on essaye de développer pour avoir une autoconsommation la plus importante possible. Alors, d'abord vous rappeler qu'on fait partie d'un laboratoire qui s'appelle le L2EP, qui est une multitutelle entre 4 écoles, donc les Arts et Métiers ENSAM, l'Université de Lille, Junia et Centrale Lille, que ce laboratoire dispose de 4 équipes de recherche, et l'équipe dans laquelle nous travaillons, Daniel et moi, et l'équipe réseau électrique qui est tout à votre droite. Alors, c'est une équipe dans l'équipe, hein. Daniel et moi, on travaille sur la Smart City, le Smart Grid, tout ce qui est intelligent et communicant de manière générale dans les réseaux. Et donc, notre job est plutôt dans la partie applicative, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des vraies données, on va essayer de faire des jumeaux numériques, utiliser ces vraies données pour modéliser des systèmes complexes, les tester et trouver des scénarios qui peuvent répondre à des questions techniques, environnementales ou sociétales. Alors, on a mené beaucoup de projets depuis que je suis dans les Arts et Métiers avec Daniel, toujours centrés autour de l'énergie renouvelable, et puis depuis quelques années, ça a été cité avant, le stockage de cette énergie électrique et aussi la mobilité électrique qui est vraiment une opportunité comme ça a été précisé précédemment. Alors ce qu'on peut dire, c'est que sur APC 2020, qui était un projet visionnaire et fédérateur, on a eu l'opportunité de travailler entre chercheurs et citoyens sur qu'est-ce qu'un foyer particulier voudrait optimiser son autoconsommation quand il est producteur et jusqu'à où on peut aller, entre 50 et 70%, ce sont des exercices qu'on a fait ensemble. Solaire en Or, sa mission c'était de développer le solaire en région, donc son objectif c'était de faire connaître et conseiller les particuliers. Notre laboratoire c'était de faire un jumeau numérique de ce type de système, et la région bien sûr c'était d'essayer d'atteindre ces fameux objectifs régionaux et nationaux. Alors, quelques exemples, dans ce projet, on a intégré comme caractéristique, comme paramètre modulateur de l'autoconsommation, le comportement et la typologie des ménages. C'était la première fois qu'on intégrait un système non physique électrique dans un modèle mathématique. Bon, ça c'est le résultat qui sera disponible. On a vu qu'il y avait 2 grosses typologies, une sensibilité environnementale ou économique. On l'a vu tout à l'heure, l'économie est là aussi pour nous rappeler qu'il faut que ça soit viable économiquement. Mais après, on avait aussi dans ce panel de 2 sensibilités un taux de couverture de sa consommation, et nous on était au milieu, aux 50%, et on cherchait un petit peu quels étaient ces profils de ménage ou d'adhérents bénévoles qui nous avaient donné accès à leurs données de consommation et de production. Alors,
en est sorti un jumeau numérique, je ne le détaille pas plus ici. Ce jumeau numérique nous permet de jouer des scénarios sans avoir les systèmes réels, en jouant des scénarios de maisons équipées ou non de batteries, maisons équipées ou non de véhicules électriques, maisons équipées ou non de systèmes de pompe à chaleur, et de trouver, par rapport à la puissance crête installée, l'autoconsommation théorique de la maison, un scénario qui est joué à la minute sur un an de la production et de la consommation. Des résultats qu'on a montrés, donc sans batterie, on pouvait atteindre avec des éco-gestes 54% d'autoconsommation par moment, et avec batterie, monter jusqu'à 80%. Bon, ça c'est les résultats qu'on avait obtenus entre 2015 et 2019. Voilà. Bon, ces résultats nous ont montré qu'on avait des perspectives du projet, où il fallait trouver et travailler notamment sur d'autres types de panneaux, montrer qu'il y avait un intérêt du stockage sur batterie lithium-ion, et aussi intégrer de plus en plus la dimension recharge des véhicules électriques avec les différentes notions de véhicule to grid, véhicule to home ou véhicule to load. Donc ce sont des projets qu'on a menés depuis avec d'autres partenaires. Alors, si on passe sur la techno, ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis toujours, il y a une forte évolution de la technologie des cellules qui composent les panneaux photovoltaïques. Et donc ce schéma qui est disponible est un résumé des recherches, des meilleures recherches résumées sur ce schéma d'un laboratoire américain. On voit en bas la frise chronologique, à gauche l'efficacité des cellules, et tous ces petits traits que vous voyez, bleu, vert, rouge, jaune, sont les évolutions de la performance des cellules en laboratoire, et après, bien sûr, sur vos panneaux. Donc on voit qu'on a commencé dans les années 75-80 à développer les premières cellules industrielles et qu'actuellement on a des efficacités en fonction des familles de cellules photovoltaïques entre 15 et des fois 47% en fonction bien sûr de la technologie utilisée. Alors pour ce qui nous intéresse, ce qui est intéressant de voir sur les cellules notamment, c'est qu'on n'arrête pas de changer de taille de la cellule intégrée dans le panneau, avec un agrandissement du diamètre de la cellule, mais aussi une épaisseur qui diminue, et puis une technique de fabrication qui a fortement évolué, comme ce qu'on a vu sur les puces électroniques. On est vraiment dans le même monde du silicium. Ensuite, techniquement, ce qui a été optimisé sont baisser la résistance, donc les pertes électriques dans les panneaux, en coupant les cellules en deux, en faisant des circuits parallèles plutôt que série, et aussi en changeant ces fameux connecteurs que vous voyez sur vos panneaux qui permettent de collecter les électrons. Au lieu d'avoir des grosses barres épaisses au-dessus des cellules, on en a fait des plus fines qui permettent d'augmenter l'efficacité de la cellule et baisser aussi les résistances. Enfin, dernièrement, on commence à voir ce qu'on appelle les panneaux avec les cellules bifaciales. Donc en gros, on a dos à dos deux cellules qui sont actives sur la face avant, tournée côté soleil, mais qui sont aussi actives sur la face arrière, qui récoltent les rayonnements indirects ou diffus. Dernières évolutions qui nous arrivent sur le silicium, on commence à avoir des couches complémentaires aux perovskites, qui sont des éléments complémentaires qui permettent de capter non plus une partie du rayonnement solaire, mais une partie plus large du rayonnement solaire, d'augmenter la puissance unitaire au mètre carré de la cellule. Alors, pour résumer mon propos, on va se dire qu'au début, on avait des panneaux en 2005 qui étaient plutôt autour de 160 à 200 watts crête et une efficacité globale de 15%. Et maintenant, en 2025, on trouve différents types de panneaux, de 400 watts crête à 520 watts crête et jusqu'à 720 watts crête face avant, avec une technologie qui a évolué, une efficacité du panneau en lui-même qui peut varier de 23 et avec une face arrière à 28%. Et aussi une fiabilité des panneaux qui a augmenté. Ce qui évolue aussi fortement, vous l'avez certainement vu, c'est qu'on commence à changer le dogme du plein sud incliné à 30 degrés. On commence à trouver de plus en plus des panneaux à plat, inclinés de quelques degrés, des panneaux aussi est-ouest pour coller plus fortement à la consommation du matin et du soir, notamment des ménages, et aussi s'accorder parfois en nord-sud avec des panneaux bifaciaux. On commence à coller les panneaux sur des surfaces planes plutôt que les fixer sur des rails. On a aussi l'agrivoltaïsme qui s'est développé sur les serres, sur les poulaillers et les vignobles. Et enfin, on commence à voir maintenant de la pose de panneaux à la verticale, en clôture, brise-vue et mur acoustique, notamment en utilisant les panneaux bifaciaux orientés est-ouest.
Alors, quelques exemples que vous avez connus, que vous connaissez pour les installateurs, mais qui sont significatifs, de panneaux verticaux ou inclinés, avec des systèmes techniques qui sont développés, et on le voit pour des applications agricoles ou de clôture. Alors, dernière solution qu'on a trouvée là, sur le net, même sur les toitures, on commence à trouver des panneaux posés à la verticale. Alors, on est certainement sur un système de test et de comparaison de technologie, mais vous voyez qu'on commence à trouver des choses assez hors normes, hors architecture française. Voilà. Sur les onduleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de plus en plus d'onduleurs, notamment pratiquement tous les continents sont fabricants d'onduleurs. On a aussi toute taille d'onduleurs, du micro-onduleur, de l'onduleur string jusqu'à l'onduleur hybride, avec des efficacités de chaque système qui augmentent, qui sont pratiquement au maximum de ce qu'on trouve dans la technologie, et avec des durées de vie qui commencent à atteindre 15, 20 ou 25 ans suivant les modèles. Voilà. Ce qui est très très changeant aussi sur les onduleurs, c'est qu'ils sont de plus en plus intelligents et communicants et paramétrables. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous ces modèles-là, on a aussi, comme l'effet photovoltaïque des panneaux, une baisse du prix du système parce qu'il y a un volume important développé et produit dans le monde. Je vais passer la parole à Daniel Marin pour la partie plus technique. C'est bon. Merci Thomas. Moi, je rentre un peu en détail sur la partie l'autoconsommation et aussi les différents modes de contrôle pour les onduleurs. On connaît très bien qu'il existe des onduleurs string qui gèrent une seule ligne de panneaux qui sont connectés en série en parallèle. Il existe des micro-onduleurs qui gèrent chaque onduleur indépendant. Il existe aussi des onduleurs string qui sont équipés avec des optimiseurs et aussi des onduleurs qu'on dit hybrides. Les onduleurs hybrides, ils font des connexions avec des panneaux et inclusive avec les connexions avec des différentes autres sources d'énergie qui viennent par exemple d'un éolien, d'un générateur, d'une batterie ou autre source d'énergie. Il existe des architectures de contrôle et de gestion énergétique d'onduleurs en off-grid et on-grid, ça veut dire connectés ou pas au réseau parce qu'il existe aussi des onduleurs qui peuvent fonctionner en site isolé. Une autre partie importante, c'est la partie intelligence, qu'est-ce qu'on appelle de smart grid, réseau intelligent. Ça veut dire l'interaction informatique entre les onduleurs avec autres équipements de la maison qui sont intelligents. Il existe des protocoles de contrôle et de communication, une des plus simples, c'est Smart Grid Ready. C'est l'intégration intelligente entre les panneaux photovoltaïques, le réseau et autres consommateurs smart comme une pompe à chaleur. Une autre partie importante qui est bien pointée ici, c'est l'efficacité. Thomas il a parlé un petit peu sur l'efficacité de cellules, des panneaux en ensemble. Maintenant, moi, je peux vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité des onduleurs. Les onduleurs, ils ont vu un progrès incroyable dans les dernières années. Par exemple, en 2015, les meilleurs onduleurs de marché, ils touchaient le 90% l'efficacité. Actuellement, nous sommes à 98, voire plus, parce qu'en fait, nous avons fait inclusive un test, c'était lundi ou mardi, ici à Lille, chez nous, avec notre installation photovoltaïque. Nous avons testé une installation hybride, qui nous donnait une efficacité mesurée de 99%, plus de 99%. Ça, c'est lié au système, c'est lié au onduleur et aussi lié à la batterie qui est mise sur cet onduleur. Si je parle maintenant de réglage, parce que nous, ici en laboratoire, on utilise un onduleur de type Huawei. Il existe plusieurs systèmes de pilotage et de réglage de la puissance. On peut avoir des contrôles parce que nous avons parlé, vous avez vu tout à l'heure, on parle de limites de puissance et d'énergie transférée par l'onduleur en cas de saturation côté réseau. Il existe des contrôles de la puissance active, des contrôles de puissance réactive qu'on peut faire, des contrôles de la puissance de la pointe électrique de raccordement, de contrôle de stockage
et bien sûr d'écrêtement de points. Toutes ces fonctions-là, des onduleurs actuels sont capables de le faire. Par exemple, au niveau de contrôle de la puissance active, on peut régler toute la dynamique de contrôle côté réseau en injection en puissance active et réactive. Sur la pointe électrique, c'est très simple, on peut définir des pointes électriques maximales de la maison, pointe limite, par exemple notre limite de point d'installation de notre maison, pour ne pas dépasser cette limite, et en fonction de mesure en temps réel, l'onduleur il est capable de corriger la pointe électrique appelée par la maison. Autres paramètres sont des paramètres réseau, parce que nous avons parlé tout à l'heure des problèmes d'interconnexion et problèmes d'équilibrage côté réseau. Il existe qu'est-ce qu'on appelle grid code. Ça veut dire que c'est des règles, des réglementations imposées à chaque pays et aussi des réglementations européennes qui ensemble toutes les réglementations de tous les pays ensemble. Et chaque pays il a un propre grid code en fonction de son mix énergétique à la base. En fait, ici, dans la partie paramètres qu'on peut appliquer pour l'onduleur, on peut utiliser les grid codes de notre réseau. Il existe toute une série, un paquet de paramètres qui sont liés à la protection d'onduleur et aussi protection de côté réseau, et paramètres de fonctionnement de notre onduleur qui peut être on-grid, off-grid, paramètres de contrôle en multi-MPPT ou fonctionnement par rapport de la limite de charge et décharge de la batterie. La dernière partie ici présentée, c'est la partie de réglage de puissance, la réglage de puissance injectée au point de livraison. Par exemple, vous pouvez avoir un point de livraison, vous pouvez avoir un onduleur de 5-6 kW, mais vous êtes limité de ne pas injecter pas plus de 3. Et ça, c'est un des paramètres qu'on peut le contrôler ici. Et ça, c'est la partie intelligente intelligence d'onduleur. Et plus en plus, il existe encore une couche supérieure à tous les paramètres que vous voyez ici. Mais ça, c'est qu'une petite liste, parce qu'en réalité, il a tout un paquet de paramètres. Il existe aussi la partie intelligence artificielle, qui prend en compte tous ces paramètres-là, qui vient de superviser les paramètres et aussi le contrôle d'onduleur en fonction de ça. Je vous donne un simple exemple. Je m'amusais de connecter et déconnecter pour tester un onduleur de ce type-là. Et dans une mesure, j'ai vu qu'il a commencé à charger la batterie, que ce n'est pas habitué pour moi. Et je me dis, pourquoi il charge maintenant la batterie? Mais après, je dois constater que l'intelligence artificielle, il a détecté que l'onduleur, il était branché, débranché. Il a cru que c'est des défauts des réseaux. Il a fait une analyse par rapport de la météo de la journée d'après. Et aussi, il a essayé de charger la batterie, parce qu'il a constaté que la météo demain, il est beaucoup plus défavorable pour la production photovoltaïque. Et ça, c'est encore une couche supplémentaire. Si on parle de stockage, parce que ici c'est des onduleurs hybrides, existe une évolution de prix et aussi de la densité énergétique. Comme vous regardez ici la partie gauche, c'est l'évolution de prix en fonction d'année au niveau de la batterie, c'est des batteries lithium-ion. Actuellement, nous sommes avec un prix inférieur de $100 par kilowattheure de stockage, et on voit que ce prix-là, il continue à baisser. Et aussi, une partie importante, c'est que les performances de la batterie commencent toujours à augmenter. Une autre partie importante, c'est la densité énergétique de la batterie. On arrive à avoir des densités plus en plus importantes. Actuellement, pour un véhicule électrique, c'est autour de 300-400 Wh d'énergie par kilogramme. Ça veut dire que, pour un simple exemple que vous voyez ici, pour un véhicule qui est équipé avec une batterie de 80 kWh, la batterie, il pèse environ 200 kg. Mais ça, c'est que la partie batterie. On parle de la batterie, pas de tous les accessoires qui sont autour de la batterie.
Parce que nous avons une batterie, sont beaucoup de personnes aussi qui disent oh, une batterie, ça pollue, il a un fort impact CO2, il a un fort impact en stockage. Bon, en fait, l'impact de kilowattheure stocké, c'est pas assez grand. Et il y a les dernières études qui nous montrent que cet impact, il est autour de 25-26 CO2 équivalent par kilowattheure, qui n'est pas très grande. En prenant en compte que la partie photovoltaïque, il est autour de 40 grammes de CO2, il ne faut faire un mix entre le stockage et la production autour de 65 grammes de CO2 équivalente. Que je peux vous dire que ce n'est pas très grande, parce que Inclusive s'approche avec la quantité de CO2 équivalente par kilowattheure de la France, qui a une forte production de nucléaire. Ça veut dire qu'inclusive avec cette technologie-là, avec des nouveaux batteries, on arrive à avoir des impacts, je parle ici des impacts de stockage, je ne parle pas de la production de la batterie, qui est autre chose. Une petite observation pour notre projet APC 2020, que Thomas il a détaillé tout à l'heure. Nous avons fait les mêmes calculs, il existe les mêmes calculs à cette époque-là, on parle de 2018. Bah, à cette époque-là, il est autour de 400 ou plus de 400 grammes. Vous voyez maintenant l'impact de la batterie et l'efficacité énergétique et le prix de la batterie qui fait que l'impact CO2 il est assez faible. Une autre partie importante, c'est que au niveau de la durée de vie, les batteries actuellement, ils ont plus de 6 000 vers 10 000 cycles, si je parle des batteries LFP, qui ont des durées de vie de 15-20 ans. Si on parle de la durée de vie, une autre partie importante, c'est la partie sécurité. Sécurité qui a aussi avancé dans les technologies. Il existe des technologies de sécurité, de protection plutôt thermique, d'emballement thermique côté batterie. Et actuellement, des constructeurs de batteries nous donnent des garanties et des garanties d'exploitation de plus de 15 ans avec toute une sécurité prise en compte. Si on parle de la partie autoconsommation, parce que ça c'est le sujet d'aujourd'hui, il existe toute une série d'écosystèmes, un écosystème autour de l'autoconsommation. À la base, c'est la communication entre différents objets matériels en temps réel, en live. Il existe le concept de smart grid, existe le concept de smart grid ready pour les consommateurs, pour les éléments consommateurs. Il existe aussi les smart meters. Smart meters, qu'est-ce que c'est ça? C'est les compteurs intelligents. En fait, actuellement, il existe des compteurs intelligents qui utilisent des communications GSM, GPRS, avec des vitesses de transfert de données très importantes et aussi sont des communications bidirectionnelles. Ça veut dire que le compteur il peut prendre des décisions et aussi envoyer des consignes vers les consommateurs de la maison et bien sûr dans toute la sécurité. Pourquoi je parle de tout en sécurité? Parce qu'ici, c'est une évolution de la structure de comptage. Si on regarde la figure centrale, si on part de tout en bas à droite, la maison est équipée d'un compteur classique, évident, qui communique avec un concentrateur de gestionnaire de réseau par un courant ligne porteur. C'est une PLC, c'est un signal de communication en utilisant vraiment les câbles d'alimentation entre la maison et le réseau. Bon, en fait, cette partie de communication, il souffre. Parce qu'au niveau du système de comptage et de la vitesse de communication, c'est fait par exemple tous les 15 minutes pour la facturation. C'est des commandes, il existe des commandes simples, par exemple jusqu'à marché-arrêt, jusqu'à on-off pour notre chauffe-eau. Il existe pas mal de perturbations dans cette communication-là parce que c'est une communication liée au réseau physique, en réseau. Et ce réseau électrique, il est des fois perturbé par autres équipements, inclusive
les onduleurs qu'on peut mettre, les machines à laver, les éclairages, les voitures électriques en charge. Et au niveau de cette stratégie de contrôle, si on imagine que nous avons besoin de 15 minutes de récupérer une information et envoyer au concentrateur, et après de se retourner, d'envoyer une consigne, 15 plus 15 fait minimum 30 minutes pour faire une exécution qui est très très faible par rapport à l'évolution de notre consommation. Comme je vous ai expliqué déjà, il existe des smart meters qui utilisent des protocoles de communication beaucoup plus rapides, beaucoup plus sécurisés, qui s'intègrent dans la partie smart grid, smart home, et aussi qui peut avoir des contrôles live entre des différents systèmes. En conclure ici, la rapidité, c'est la clé de toute consommation. Plus que nous avons une communication plus rapide entre différents systèmes, nous avons augmenté ou amélioré notre autoconsommation. Parce qu'on parle de smart grid et aussi des côtés réseau, il existe ce qu'on appelle des systèmes de contrôle optimal de onduleurs. J'ai écouté tout à l'heure ici des choses que si on continue d'injecter un réseau, bon, à la base, la tension du réseau, il va monter, 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 jusqu'à une seule limite maximale. Quand l'onduleur, il va dire non, je ne peux pas plus, je m'arrête. Bon, ça c'est des lois de contrôle tout ou rien, ça veut dire oui et non. Mais il existe aussi qu'est-ce qu'on appelle des groupes de puissance active et réactive dans ce cas-là. Ça veut dire qu'il existe des paramétrages côté réseau, côté onduleur, qui nous donnent une rampe de puissance qui est en lien par rapport de la tension. Par exemple, plus que la tension monte, plus que la puissance injectée côté réseau, il peut diminuer avec un facteur. Et ça annule le problème de faire marcher, arrête l'onduleur, de créer des problèmes côté réseau et aussi d'avoir une modulation beaucoup plus souple et un équilibre beaucoup plus souple aux tensions du réseau et la partie réactive et fréquence du réseau. Ça veut dire qu'on peut faire inclusif des supports réseau. Jusque pour entrer un peu en détail sur un exemple réel d'autoconsommation individuelle, je vous présente ici, je vous présente une structure d'autoconsommation individuelle d'une maison, une maison relative performante qui donne par exemple 50 kWh par mètre carré par an au niveau de consommation. Ce sont des maisons assez performantes, équipées avec une pompe à chaleur multisplit. C'est une classe A++, qui a des coupes en chaleur de 5,2 et des coupes en froid de plus de 9. Cette maison est équipée avec des frigos et des congélateurs en mode inverter. Ça veut dire qu'il ne fonctionne pas on-off, il fonctionne grâce aux modulations d'onduleurs. Il existe toute une série de contrôles et pilotage des différents systèmes. La puissance en veille de la maison, c'est que de 28 watts. Et aussi, nous avons la possibilité d'avoir une intégration d'un bord de recharge pilotable. Sur la partie installation photovoltaïque et stockage, l'installation est équipée de 10 panneaux de 580 watts. C'est une onduleur de 5 kW. Au niveau d'inclinaison, c'est 45 degrés. C'est orientation plan sud. C'est une installation au sol. Et aussi au niveau d'autoconsommation, c'est une mode d'autoconsommation à 100% sans injection en réseau. Ça veut dire que la maison n'est pas équipée d'un contrat de revente d'énergie et tous les surplus, s'il existe, on arrête l'injection. Le compteur, il est calculé avec 0 injection. Au niveau de données réelles, ça c'est la consommation de la maison. À la base, qu'est-ce que vous voyez ici? Le talon de 5 kW, c'est une charge de véhicule électrique, plus la consommation normale de la maison. Une belle production photovoltaïque, une belle journée. On peut voir aussi la partie charge de la batterie, parce que nous avons une batterie de 10 kWh, et la décharge de la batterie. Qu'est-ce que je peux pointer ici? Qu'il existe une optimisation
d'autoconsommation grâce à EcoGest. Ça veut dire que dans cet intervalle-là, dans cette période-là, nous avons contrôlé la puissance de charge de véhicule en fonction de la production photovoltaïque pour ne pas injecter ou absorber plus de réseau. Sur la partie jeune, c'est une optimisation faite par les paramétrages automatiques d'onduleurs. Ça veut dire que la charge de la batterie s'est faite à 100% de soleil. Et au niveau de la décharge, nous avons une stratégie d'optimisation, d'autoconsommation pour ne pas charger ou décharger plus côté réseau, pour éviter, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure, pour éviter d'injecter trop vers réseau. Bon, au niveau de, en conclusion, je pense que vous avez vu la chiffre qui est en haut, c'est l'autoconsommation de 99,5% presque. Dans ce cas-là, pour la journée, je vous présente ici quelques chiffres. Vous voyez la quantité d'énergie consommée de la maison et produit, stockage. Et si on regarde sur la partie annuelle, la maison, pendant un an, il a 4,3 MWh d'énergie consommée, produit 4,27. Ça veut dire qu'à la base, il reste une facture à payer que de 165 kWh. La partie tonne de CO2, de carbone réduit et l'impact CO2 réduit, c'était donné par Huawei. C'est un système de mesure type Huawei. Et de plus, juste pour entrer un peu dans la partie économique, financière, nous avons constaté un gain de plus de 1 000 euros à l'année. Ça veut dire une rentabilité de ces systèmes de 7-8 ans. Maintenant, je vous explique une autre approche plus importante, c'est juste pour évidencier l'impact de panneaux bifaciels. Vous avez vu l'efficacité et le système tout à l'heure en monofacial. Je répète, ça c'est des panneaux en monofacial. Et tout à côté de cette installation, il existe une installation presque similaire. La différence c'est que des panneaux. À la base, ce sont des panneaux bifaciales avec moins de puissance installée, mais sur quelques 15%, c'est faible, mais avec des panneaux qui sont en bifacial, avec un rendement de plus de 26%. La même orientation, la même inclinaison, installation au sol. Juste pour comparer, malheureusement, je n'ai pas une caractéristique complète de production et de consommation, parce qu'en fait, la production, il est lié à la consommation. Parce que, comme je vous expliquais déjà, c'est 100% autoconsommation. Qu'est-ce que vous pouvez voir ici? En bleu, c'est la production d'installations en monofacial, avec des panneaux monofaciales. En orange, c'est les bifaciales, mais je vais tracer un peu la caractéristique pointillée qui donne un peu la tendance globale, c'est la partie production en idéal qu'on peut l'attendre. Qu'est-ce que vous voyez ici? Je vais essayer de pointer, de montrer 2 points. Par exemple, ici à 17h30, 18h presque, l'installation bifaciale, il produit 70% plus que l'installation monofaciale. Pourquoi? Parce que le soleil commence à taper en arrière du panneau. Et plus que le temps il monte, à partir de 18h, malheureusement, comme je vous expliquais déjà, c'est lié à la consommation, la production s'arrêtait. Mais dans ce point-là, on constate un plus de 185% de production en puissance, je parle de puissance, de panneaux bifaciels, de systèmes bifaciels par rapport de monofacial. Ça veut dire vraiment que le soleil, pour la partie bifaciale, il tape en arrière de panneaux qui a des productions directes, qui a des soleils en direct, que les panneaux monofaciels,
ils sont presque en diffus. Bon, parce que nous avons parlé aussi des prix, il existe ce qu'on appelle prix dynamique. Un prix dynamique qui existe en Angleterre, qui existe aussi en Europe, partout. Nous avons parlé, vous avez vu des explications de marché d'électricité, des prix spot, des analyses spot. Existe aussi en Europe plus en plus la volonté d'avoir des tarifications dynamiques inclusives pour les particuliers. Ici, je vous donne un exemple. C'est un exemple plus simple pour moi parce que c'est en Angleterre et c'est écrit en anglais. Mais par contre, en Allemagne, c'est la même chose. Ici, c'est une offre d'un fournisseur qui existe aussi en France, qui donne par exemple un tarif de 7 centimes. C'est 7 livres, c'est 7 centimes de livre, c'est 7 pounds. C'est 7 centimes de livre toute la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'inclusive avec des tarifs dynamiques, vous voyez plutôt à droite en haut extrême, des tarifs qui varient toute la journée. Nous avons des tarifs qui baissent presque à zéro le matin et pendant la journée. Et nous avons un gros pic de tarifs vers 17h, 18h, la pointe électrique. Mais par contre, il existe aussi des stratégies de contrôle et d'optimisation de l'autoconsommation en intégrant des stockages pour que, d'un point de vue économique, une installation photovoltaïque en autoconsommation, il devient rentable parce que, par exemple, il existe des stratégies de contrôle. On peut charger toute la nuit, parce que c'est 7 centimes d'euros, je parle en centimes, mais vous comprenez que c'est livre. C'est 6 centimes d'euros les kilowattheures. Je peux charger ma batterie et je peux le décharger le matin quand le tarif il est à 15 centimes ou le soir, et je peux le charger grâce au soleil. Et le soir, à partir de 17h, 18h, tout la nuit jusqu'à 20h, nous avons des tarifs à 30 centimes ou 300 centimes. Ça veut dire qu'il existe des stratégies de contrôle, stratégies d'optimisation d'autoconsommation, inclusive au niveau de prix et des prix dynamiques. Pour conclure, nous avons parlé aussi tout à l'heure, vous avez vu, des prix négatifs. Ces prix négatifs qui arrivent plus en plus souvent sur les marchés d'électricité. Ici, c'est un prix négatif et on constate, ça je l'ai téléchargé hier ou avant-hier, la date c'est le 7 septembre. On constate aussi qu'il existe pas mal des heures dans lesquelles le tarif il est négatif. Mais inclusive avec cette tarif négative, on peut avoir des stratégies de contrôle et d'optimisation de notre onduleur et notre installation qu'il devient rentable, en ajoutant bien sûr des stockages ou autres éléments intelligence smart de la maison. Je laisse le dernier slide pour finir à Thomas. Merci Daniel. Donc pour conclure, les recherches actuelles et celles qui vont évoluer permettent, on le voit, d'autoconsommer de plus en plus sur les sites ou de le partager l'énergie, on en a parlé avec les communautés énergétiques. On se rend compte surtout qu'on a des nouvelles cellules qui arrivent qui vont nous permettre de produire plus sur une surface équivalente ou plus faible. On a surtout des nouveaux degrés de réglage de nos systèmes qui permettent d'augmenter l'autoconsommation, que ce soit du pilotage qui vienne du gestionnaire de réseau ou vous en interne sur votre maison. On intégrera certainement rapidement les tarifs dynamiques pour certaines offres de prix. Et enfin, on a aussi ce fonctionnement hors réseau qui peut être aussi sécurisant pour le particulier ou l'industriel, mais aussi qui peut être aussi une source de redémarrage du système électrique local ou national. Enfin, on l'a vu, la charge des véhicules électriques, en fait, c'est une batterie. Cette batterie, vous l'avez dans votre voiture et les systèmes commencent à se démocratiser où votre voiture va être capable de charger, mais aussi de décharger vers votre moyen de consommation, que ce soit la maison, que ce soit le réseau. Donc ça, ce sont des nouveaux moyens de pilotage de la batterie du véhicule qui vont vous permettre d'augmenter cette autoconsommation locale ou nationale. Les nouvelles stratégies de supervision, bien sûr, arrivent notamment sur la partie sécurité. Et il ne faut pas oublier que ce stockage électrique ou thermique, on en a très peu parlé, mais dans APC 2020, on avait regardé aussi le stockage sur
sur le ballon d'eau chaude, qui sont toujours très judicieux et très intéressants. Enfin, on l'a abordé dans les 2 premières parties de cette journée, les éco-gestes pour moins consommer, la communauté énergétique qui fait le lien entre les producteurs et les consommateurs, les microgrids qui se développent localement, mais aussi les associations de prosumers, donc consommateurs-producteurs, qui se développent partout en Europe, un peu moins en France, mais qui ont l'intention de se développer, vont permettre d'augmenter cette autoconsommation et de décarboner, je pense, une partie de notre électricité notamment. Merci pour votre écoute. Et s'il reste du temps, on peut répondre aux questions. Merci à tous les deux. Et maintenant, place aux questions. Et après, on pourra aller se restaurer. Alors, si les questions n'ont pas lieu dans la salle, on sera aussi présent dans le couloir pour essayer d'y répondre. On n'a pas les réponses à tout. Sur la partie technique, vous l'avez compris, on commence à connaître pas mal de choses. Sur la partie réglementaire ou sociale, il y a des progrès, mais on peut répondre. Je vous écoute. Merci beaucoup, bonjour. Donc Hélène Delay, je suis consultante, cabinet de conseil T6. J'ai une question, réflexion, mais qui concerne aussi les intervenants précédents. J'ai bien aimé votre présentation. De ce que je comprends, on commence à réfléchir à des solutions d'autoconsommation qui permettraient, y compris d'avoir sur l'année des taux d'autoconsommation à 96%. Et effectivement, lors de vos différentes présentations, j'ai l'impression que pour l'heure, les réflexions, alors on voit qu'il y en a partout, sur la production, sur la consommation, etc., de faire phaser la production et la consommation, me semble plus répondre à un enjeu économique de la filière, à savoir comment bien rémunérer le photovoltaïque, qu'un enjeu réellement environnemental. À mon sens, il y aurait quand même un enjeu environnemental, puisque vous l'avez très bien dit, il y a des soucis de technique sur le réseau qui ont lieu à des échelles qui sont aussi extrêmement locales, ce qu'on entend peu, je trouve, dans la promotion des communautés d'énergie. Il y a peut-être effectivement des gains à faire sur le réseau, mais qu'aujourd'hui on ne connaît pas, qui seraient permis par ce lissage des consommations. Mais comme ça a été rappelé juste avant, il y a quand même un gros problème de non-remplacement des énergies renouvelables à contrario des énergies non renouvelables, parce qu'on n'arrive pas à gérer, sauf votre contre-exemple, mais qui me semble difficilement réplicable à grande échelle, les variations intersaisonnières. Et à ma connaissance, aujourd'hui, on a du mal à arrêter, à faire démarrer une centrale nucléaire en octobre pour la redémarrer en mars, contrairement à ce que vous pourrez faire avec d'autres énergies. Donc voilà, c'était plus une réflexion qu'une question. Pour répondre sur la partie congestion réseau, ce qu'on a essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en effet, sur la partie photovoltaïque et onduleur, maintenant on arrive à répondre à ces questions beaucoup plus qu'avant, parce qu'on a accès à des réglages dans les onduleurs, alors nous, locaux ou labos, mais aussi les grands groupes, sur des réglages de la fréquence, de la tension locale, et donc de participer au service réseau et de garder un réseau stable et équilibré. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième, le fait d'avoir ce degré de liberté sur la partie photovoltaïque, mais vous l'avez sur l'éolien et sur d'autres sources d'énergie, ça permet aussi de permettre aux gens du réseau qui doivent remplacer et rénover d'avoir plus de temps pour passer à d'autres systèmes de renforcement ou de renouvellement du réseau. Donc le fait d'avoir ces degrés de liberté technique ou économique ou sociétaux permettent de laisser plus de temps aux gestionnaires de réseaux de distribution, mais aussi de transport, en leur disant on sait qu'il va falloir évoluer, mais ces points-là sont quand même gérables localement. Le souci qu'on peut avoir, vous l'avez cité, on a montré un exemple qui n'est pas en France, c'est qu'il faut aussi qu'on nous laisse le droit de le faire. Donc il y a des règles à respecter. Alors sur les onduleurs, on peut, en respectant le grid code, être dans la règle et donc continuer à évoluer, à gérer notre injection, notre consommation. Il faut par contre qu'on puisse s'équiper
de stockage, alors qu'il soit électrochimique avec les lithium-ion, qu'on ait un véhicule électrique et qu'on puisse le charger et le décharger à certains moments, ou enfin, le stockage le plus simple qu'on connaît chez les particuliers, c'est aussi le stockage thermique sur le ballon d'eau chaude. Donc ça, c'est la réponse technique. La réponse économique, c'est vrai qu'il y a un besoin de visibilité et de stabilité économique pour investir dans les systèmes. Ça a été dit avant nous par les intervenants précédents, s'il n'y a pas d'investissement dans des systèmes de production, c'est la mort du système quelque part. Donc il faut aussi que ceux qui investissent aient une vision économique. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit trop décalée, c'est un peu notre idée. Et en réaction, par contre, je pense que vous avez raison. Enfin, on n'échappera pas à une réflexion sur les rythmes annuels. On a peut-être trop de ponts au mois de mai. On n'est peut-être pas assez productif en haute décharge. Maintenant, il fait 40 degrés. Mais effectivement, je pense que ce sont des débats qui vont prendre de l'importance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Ça vous laisse sans voix. Désolé. En tout cas, les supports seront disponibles. Tiens, voilà. Oui, dans tous les cas, on vous enverra la présentation de la matinée. Attends, excuse-moi, juste derrière et après. Oui, bonjour. Juste on parlait donc des batteries qui étaient très importantes, effectivement, pour stocker, pour pas déstabiliser le réseau. Est-ce que vous croyez qu'on aura une vraie industrie minière sur le lithium ? Parce qu'effectivement, on arrive à avoir apparemment des gisements en France. En Bretagne, justement, il y a apparemment un gros site. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le lithium, c'est un des matériaux utilisables ou utilisés, assez peu présent sur Terre. On n'est pas très richement doté en Europe et ni en France. On trouve des traces du lithium partout sur la planète. Le problème, c'est de le récupérer, de le concentrer pour pouvoir l'utiliser. Deuxième élément qu'il faut connaître, c'est qu'on a de moins en moins de lithium dans les batteries de véhicules électriques et les batteries stationnaires. Il y a 10 ans, on en avait beaucoup plus en pourcentage, on en a de moins en moins. Donc il faut savoir que le lithium est un élément. Par contre, on n'en a pas connaissance. Nous, on ne travaille pas sur les matériaux. Dernière chose, il y aura d'autres technos qui arriveront, qui seront à base de matériaux plus présents sur Terre, qui permettront de baisser cette pression sur la partie lithium. Jusqu'à pour compléter un petit peu, au niveau de la batterie, c'est exactement ce que mon collègue il dit. On arrive, pourquoi inclusive nous avons baissé assez fort l'impact CO2 de notre batterie, c'est que plus en plus nous avons moins de lithium ou moins d'autres composants qui sont complexes à avoir et trop chers et très coûteuses en CO2. Je vous donne un simple exemple. Si vous avez moi j'ai une voiture électrique équipée d'une batterie qui a presque 400-500 kg, la batterie complète, le pas complète, on parle de l'ensemble de la batterie. Est-ce que vous avez une connaissance, qu'est-ce que ça veut dire lithium dans cette batterie? Combien de kilogrammes de lithium existent dans une batterie qui épaisse 500 kg? Je peux vous dire, c'est que 4 kg. Juste pour comprendre, parce qu'il existe tout un truc d'alliage, tout un polymère et autres matériaux qui interviennent dans la structure. Il y a beaucoup plus de cuivre et d'alu que des lithium ou des cadmium ou d'autres matériaux spéciaux que nous on pleure que bon, c'est très difficile à le récupérer, à le traiter, sont difficiles à le trouver aussi. Mais vous voyez, la technologie s'avance. Je peux vous dire un autre exemple, et après je vous laisse. Un autre exemple, j'ai un ami qui avait une voiture hybride rechargeable, qui était depuis 12 ans, il avait cette batterie-là. Et au bout de 6 ans, 5 ans, la voiture il a été réachetée par les concessionnaires avec un prix extraordinaire. Et aussi, il me posait des questions, pourquoi, comment c'est possible qu'il ne paye assez beaucoup d'argent, il ne donne assez beaucoup d'argent pour une caisse qui valeur pas grand-chose. Au bout de 5 ans, des bouffées, il est cassé, il est très fort utilisé. Mais en fait, qu'est-ce que nous avons compris, c'est que dans le coffre, il avait un lingot d'or. C'est une batterie c'est une batterie en lithium-ion qui avait plus de 75% de lithium.
dans cette petite batterie de 3-4 kWh que c'était à cette époque, peut-être en recyclage, ils ont reconstruit dizaines d'autres autres grosses batteries pour autre type de véhicules. Merci. Oui, j'ai une petite question. Pour le véhicule bidirectionnel, donc on s'intéresse un peu à la question, mais dès qu'on adresse la question des fabricants de voitures, on a des réponses bizarres. Mon sentiment, parce que c'est un sentiment, j'ai pas une connaissance profonde de l'écosystème, mais c'est qu'à ce stade, ce sont des acteurs qui sont nécessaires pour que ça fonctionne, qui ont une place, ils peuvent cliquer oui, enfin ils peuvent actionner le fait que oui ou non on a accès à la batterie. Aujourd'hui ils le font pas, enfin ils ne donnent pas l'impression de le faire parce qu'ils veulent, en fait, ils donnent l'impression de vouloir s'octroyer un monopole énergétique assez important. Voilà, mais au final, si je l'ai acheté, c'est ma batterie en fait. Et donc, est-ce que vous voyez une évolution dans la mentalité, dans que sais-je, des constructeurs à ce niveau-là, et une ouverture aussi à ce que ce soit utilisé avec une borne qui vient peut-être pas de chez eux? Alors, ça tombe bien, on a fait un autre projet de recherche avec un partenaire. On a testé la première borne bidirectionnelle commerciale en Hauts-de-France avec un véhicule qui est une Nissan Leaf, donc un protocole de charge-décharge spécifique. Donc on a montré que ça fonctionnait, que ça avait un apport intéressant pour l'autoconsommation d'un bâtiment de logement de 50 logements. On augmentait le taux d'autoconsommation de la production photovoltaïque de 20% sur le logement, donc il y avait un intérêt à le faire. Par contre, vous avez raison, on était bloqué par un système de véhicules Nissan, un protocole de charge CHAdeMO et un fournisseur de batterie, de bornes de recharge qui s'appelait ABB. On a vu depuis quelques années et très récemment maintenant un écosystème se développer pour vous faire miroiter que eux-mêmes, les vendeurs de voitures, peuvent faire cet écosystème. On parle de Renault par exemple, où vous devez acheter le service, la borne et l'énergie à un fournisseur captif pour que vous puissiez chez vous ou ailleurs faire ce système de charge-décharge du véhicule. Je vous avoue, c'est assez franco-français parce qu'on se rend compte qu'ailleurs, en Angleterre notamment, ou dans d'autres pays, allemands et d'autres, le système est plus ouvert. On vous ouvre les droits à faire avec votre voiture que vous avez achetée, cet échange d'énergie avec un opérateur. Par contre, il faut toujours avoir en face un acheteur ou un utilisateur, il faut toujours un écosystème. Le problème, c'est que le V2J ne peut pas vivre tout seul avec sa voiture. Il faut qu'en face, il y ait une demande, qu'il y ait un contrat, qui est votre fameux équilibre entre guillemets économique et technique qui existe. Donc pour l'instant, je dirais que c'est assez bridé en France. Ça se développe alors qu'il y a 2-3 ans, c'était un véhicule, un système de bornes et un échange possible. On espère que ça va se développer encore plus pour rester dans un équilibre et permettre cet équilibre. Oui. 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 Oui, oui, je suis d'accord. On a même des gens qui nous disent, moi je veux, mais ça existe depuis toujours, on veut être autonome, se découpler du réseau. Bon, à un moment, il y a toujours besoin du réseau pour donner rien que la fréquence. Il y a certains moments, vous pouvez être off-grid, et on est bien d'accord. Malheureusement, ou heureusement, il y a toutes ces idées-là qui sortent qui permettent de faire évoluer le système. Oui, monsieur. Ah, d'accord. Oui, ça rejoint un petit peu, mais dans la réalité du chemin personnel qu'on fait pour faire sa transition écologique, on a aussi tendance du coup à acheter des objets qui ont une technologie avancée à un moment, mais qui devient après dépassée. Et puis on rajoute les couches. Nous, on a une maison, on a 4 réseaux, 4 applis différentes sur notre téléphone pour surveiller les différents trucs et les machins. Et ça peut rejoindre aussi le système des voitures. Est-ce qu'il y a des développements qui sont en cours pour avoir des systèmes intégrateurs qui permettent de gérer des objets de technologie qui sont assez anciennes pour les faire fonctionner ensemble de façon intelligente, quoi? Alors, il y a 2 réponses. Je te laisse, Daniel. Je peux faire la réponse technique. Oui, il existe des possibilités d'avoir des systèmes qui
peut se intercaler en fait pour avoir une communication plus performante avec de nouvelles stratégies de communication. Il existe cette possibilité-là. Mais par contre, il ne faut pas oublier aussi que la majorité des nouveaux équipements sont déjà prééquipés. Je peux vous dire par exemple, tout normalement légal en Europe, tous les frigos qu'on achète du marché, ils sont SG Ready par exemple, ou tous les pompes à chaleur depuis 15 ans. Ça veut dire qu'il existe aussi des moyens techniques de l'intégrer. Et autre chose, si on parle d'un très très ancien équipement, je ne sais pas quoi, je pense qu'on peut avoir des systèmes qui peuvent s'intégrer. Par exemple, pour un onduleur photovoltaïque, on peut ajouter encore un compteur supplémentaire, en plus que le comptage qui est le fait général de la maison. En fait, on fait un sous-comptage et on va définir, on va dire à onduleur, voilà, ça c'est la consommation d'une four ou de je ne sais pas quoi. Et lui, il va prendre la décision par rapport à cette consommation-là. Et cette four-là, peut-être c'est une four qui date depuis 20 ans, qui n'a aucune communication dessus, mais jusqu'en plaçant un simple compteur, un sous-comptage, on peut arriver à avoir un truc beaucoup plus intelligent. Ou autre chose, très simple, il existe des prises intelligentes. Une simple prise intelligente, quand on le branche en parallèle à autre prise, ça va interposer entre notre consommateur qui n'était pas du tout communicante, je parle d'une four, d'un grippin, d'un truc bête, jusqu'à la prise. Et en fait, on arrive à faire des horloges de démarrage, de on-off, de start, ou des pilotages qui viennent d'extérieur, avec toute cette intégration-là, pour vous donner un exemple technique sur la partie intégration de vieux systèmes sur les nouveaux technologies. Et monsieur va avoir la fin. Oui, Bernard Colli, je fais partie au nom de Terre de Liens d'une commission consultative, la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et nous voyons passer des projets de stockage d'électricité qui sont de deux types. Soit c'est un conteneur de type conteneur maritime, donc apparemment plutôt proche par exemple d'un champ éolien, pour le captage, donc ça c'est vraiment en pleine zone agricole. Ou bien on a un autre système, par exemple à Esther, où là c'est carrément 50 ou 100 conteneurs situés près d'un poste de transformation haute tension. Comment ça fonctionne techniquement, enfin comment vous, suivant votre approche technicienne, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est déjà développé dans d'autres pays européens ou en Angleterre? Et comment ça peut évoluer? Est-ce que ça va se multiplier? Voilà. Alors, c'est évident que ça va se multiplier parce qu'en fait, on a un réseau qui est de plus en plus sollicité, soit en descente d'énergie des grosses sources vers les consommateurs, soit en montée d'énergie des producteurs-consommateurs vers le réseau. Donc, le réseau de transport d'énergie électrique va se doter de moyens de stockage locaux, mais de grande taille, ce que vous dites, 50, 100 containers maritimes, où là, on aura des gros moyens de stockage électrochimique pour justement pouvoir faire du réglage complémentaire et accéder à ces réglages ou ces fluctuations de tension du réseau qui peuvent être préjudiciables et notamment qui peuvent causer des incidents importants, voilà, type blackout, etc. Donc c'est sûr que vous allez avoir ces demandes qui vont arriver sur les réseaux de transport. Sur les réseaux de distribution ou proches des moyens de production d'énergie renouvelable, on va le dire, c'est la question qui a été évoquée tout à l'heure, c'est qu'à un moment, on vous dit tout le monde produit trop, il n'y a pas de consommation, je dois arrêter ma production, je suis gros producteur, je perds de l'argent, je perds de la rentabilité, et mon système va être rentable plus tard. Donc mettre des moyens de stockage de cette taille-là, quelques containers proches des champs éoliens ou des systèmes photovoltaïques, leur permettre de s'effacer, de stocker ce qu'ils produisent et de ne pas l'injecter au moment critique pour que justement ils puissent le valoriser plus tard. Donc ces deux moyens-là, petite taille, on n'est plus à la taille de la maison, c'est plusieurs mégawattheures d'énergie quand même sur les champs éoliens et plusieurs centaines de mégawattheures proches du réseau de distribution, vont arriver parce que c'est un degré de liberté nécessaire pour continuer à développer le réseau électrique et qu'il soit plus stable, plus équilibré et qu'on puisse agir
sur son réglage beaucoup plus rapidement. Voilà. Eh ben merci. Je pense que là, c'est le mot de la fin. Merci à vous. Vous aviez encore quelques slides.